Boris Johnson, cerné par les révélations. Le Premier ministre britannique est accusé d'avoir couvert sciemment la tenue de multiples fêtes à Downing Street durant les confinements. Acculé, il devrait, selon la presse britannique, annoncer sous peu des mesures comme l'interdiction de l'alcool dans ses bureaux, ainsi que le renvoi de plusieurs de ses collaborateurs. Une prise de conscience qui arrive trop tard pour certains membres de la majorité. Ces comportements indiquent pour moi qu'ils pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, alors que le reste d'entre nous doit faire ce qu'on nous dit. Ce n'est pas acceptable, ni pour moi, ni pour mes électeurs, et je ne pense pas que ce soit un comportement supportable pour quelqu'un qui dirige le pays. Cela rend sa position intenable. Malgré ses excuses publiques, les sondages d'opinion indiquent qu'une majorité de Britanniques veulent désormais son départ. Je pense que c'est absolument dégoûtant que quelqu'un qui est censé être un leader dirige en ne respectant pas ses propres règles. Pour être honnête, c'est méprisable. On met son masque, on prend de la distance et on se lave les mains. S'il fait tout ça et qu'il est dans son jardin, alors je pense que c'est bon. Au moins 6 députés de son camp ont demandé son départ, mais pour déclencher un vote de défiance, il faudrait qu'il soit au moins 54 députés conservateurs. En attendant, le parti Gate profite au parti travailliste qui compte désormais une avance de 10 points dans les études d'opinion. Il ne regrette rien. C'est ce qu'Alexeï Navalny a déclaré 1 an jour pour jour après son emprisonnement dès son arrivée sur le sol russe. Depuis cette arrestation, la répression de l'opposition n'a fait que s'intensifier. La justice russe a déclaré extrémiste l'ensemble des organisations liées à Navalny. Il pourrait passer jusqu'à 10 ans de plus en prison. Nombre des responsables des bureaux régionaux de son mouvement ont été contraints à l'exil pour échapper à la prison. 2 d'entre eux ont été ajoutés le 14 janvier au catalogue russe des terroristes et extrémistes. Une décision qui les place sur un pied d'égalité avec les organisations terroristes étrangères, comme les talibans ou l'État islamique. Cette répression historique contre l'opposition en Russie ne touche pas seulement Navalny et ses sympathisants. Les autorités ont désigné des dizaines de groupes de défense des droits, de médias, de journalistes et de personnalités anti-Kremlin. Des véhicules blindés patrouillent depuis vendredi sur l'île suédoise de Gotland en mer Baltique en réponse à l'activité militaire russe dans la région. La décision a été prise après que 3 navires de débarquement russes ont traversé la semaine dernière le détroit du Grand Belt au Danemark dans un contexte de tension accrue entre la Russie et l'OTAN. L'île de Gotland, la plus grande île de Suède, située au large des pays baltes, occupe une position stratégique en mer Baltique. À travers ce déploiement de troupes, la Suède dit vouloir protéger ses intérêts et ne pas être prise au dépourvu en cas d'escalade dans la région. Depuis plusieurs semaines, les pays occidentaux s'inquiètent de la présence de dizaines de milliers de militaires russes à la frontière ukrainienne, faisant planer le spectre d'une nouvelle invasion 8 ans après l'annexion de la Crimée. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé des avions de reconnaissance pour évaluer l'ampleur des dégâts aux îles Tonga après l'éruption volcanique survenue samedi qui a déclenché un tsunami dans le Pacifique. L'éruption a en outre sectionné un câble internet isolant un peu plus les Tonga du reste du monde. L'Australie devait également envoyer des denrées alimentaires vers l'archipel. C'est une période très difficile pour les Tonga, souligne la ministre des Affaires étrangères australienne. Les communications sont profondément affectées. L'éruption volcanique a été ressentie dans d'autres parties de la région, y compris sur notre littoral et aux Fidji en particulier. Au Tonga, un archipel de 170 îles, la plupart inhabitées, le tsunami aurait eu un impact important sur le littoral nord de Nuku'alofa, la capitale, située à environ 65 km du volcan Hunga-Tunga, dont l'éruption spectaculaire a été filmée samedi par des satellites. Un énorme champignon de fumée et de cendres, la secousse a été si puissante qu'elle a été entendue jusqu'en Alaska à près de 10 000 km et a déclenché des vagues qui ont inondé des côtes en Californie, au Japon ou encore ici au Pérou, où 2 femmes sont mortes noyées.
Il avait été embauché pour remettre la gestion des risques au cœur de la culture du Crédit Suisse. Son président, le Portugais António Horta Osório, est contraint de démissionner pour ne pas avoir respecté les règles de la quarantaine liées à la pandémie, selon les médias suisses. Il aurait enfreint les règles d'isolement lors d'un séjour sur place, mais aussi lors d'un voyage en Grande-Bretagne en décembre dernier et cet été pour avoir assisté au tournoi de Wimbledon. Le banquier a fait son mea culpa, disant regretter que ses actions personnelles rejaillissent sur la réputation de la banque. Il était arrivé aux commandes du Crédit Suisse il y a un peu moins de 9 mois avec une solide réputation pour avoir redressé la banque britannique Lloyds. Il arrivait dans un contexte compliqué. La banque avait été secouée par la faillite d'une société financière britannique et l'implosion d'un fonds d'investissement américain. La démission d'António Horta Osório est immédiate. C'est Axel Lehmann, ancien cadre dirigeant d'UBS, qui prend sa succession. Éric Zemmour, condamné à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine et injure raciale. Le polémiste d'extrême droite et candidat à l'élection présidentielle avait déclaré en septembre 2020, lors d'une émission sur la chaîne de télévision CNews, que les migrants mineurs sont, je cite, des assassins et des violeurs. Éric Zemmour a dit faire appel du jugement qu'il a qualifié d'idéologique et stupide. La Serbie attendait avec impatience l'atterrissage de cet avion. À l'intérieur, le héros national Novak Djokovic, expulsé d'Australie après un feuilleton rocambolesque lié à sa non-vaccination contre le Covid-19. Le numéro 1 du tennis mondial est arrivé à Belgrade sans avoir participé à l'Open d'Australie qui débute ce lundi. La star a quitté Melbourne dimanche sans avoir convaincu les autorités de lui rendre son visa. Une expulsion qui a scandalisé tout un pays. Pour ses fans, il est victime d'une injustice. Je suis vraiment désolée pour Novak et j'espère qu'il pourra jouer dans d'autres tournois et dans d'autres grands chelems, comme Roland Garros. Nous lui envoyons tout notre amour et notre énergie positive. Je ne connais pas ses prochaines étapes. J'espère qu'il trouvera un moyen de jouer dans les autres tournois, en lui laissant la liberté de se faire vacciner ou non. La partie s'annonce compliquée pour Djoko, notamment en France et aux États-Unis où un pass vaccinal est obligatoire. Alors que toutes les épreuves touchent lentement à leur fin, le public serbe s'intéresse surtout à deux choses. La première est la prochaine étape pour Novak. Va-t-il rester en Serbie et s'entraîner ou partir en Espagne? Et deuxièmement, ce qui se passera lors des prochains tournois. Nous avons déjà entendu la nouvelle selon laquelle les organisateurs de Roland Garros envisagent d'exclure les joueurs non vaccinés. Donc tout le monde est impatient de savoir si les problèmes de Novak vont continuer. La passion qu'elle montre sur scène lorsqu'elle dirige un orchestre a fait la réputation d'Oksana Liniv, une figure montante de la musique classique à travers le monde. La chef d'orchestre ukrainienne a été la première femme à diriger l'été dernier le festival de Bayreuth en Allemagne. Et sa carrière a franchi une nouvelle étape puisqu'elle vient d'être nommée directrice musicale du théâtre communal de Bologne, devenant ainsi la première femme chef d'orchestre d'un opéra en Italie. Bien sûr, c'est quelque chose de très spécial, mais vous savez, pour l'orchestre, cela n'a pas d'importance que je sois un homme ou une femme, parce qu'en ce moment, nous avons un programme très compliqué. Nous jouons Richard Strauss, nous jouons la musique de Richard Wagner. C'est le meilleur répertoire symphonique du monde, et nous n'avons répété que pendant 3 jours. Pour Oksana Liniv, comme pour la direction du théâtre communal de Bologne, peu importe le genre, ce qui compte, c'est le talent et la passion pour le travail. Après 10 années très agréables durant lesquelles nous avons grandi avec le directeur musical italien Michele Marlotti, nous avons voulu faire un pas de plus avec une relation différente. Nous nous sommes tournés vers un chef d'orchestre d'Europe centrale avec, je dirais, une expérience allemande. Cette scène est le cadre parfait pour les débuts d'Oksana Liniv au théâtre communal de Bologne. La jeune femme qui a dirigé un orchestre pour la première fois alors qu'elle n'avait que 16 ans en Ukraine a parcouru un long chemin pour devenir la première femme directrice musicale d'un opéra en Italie. Nous devons arrêter de penser à des clichés aussi anciens que le genre masculin ou féminin. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer notre profession, améliorer nos talents.
La chef d'orchestre ukrainienne a aussi souhaité adresser un message à tous les amoureux de musique de passage en Italie. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous inviter tous au Théâtre communal de Bologne. Teatro Comunale Bologna.